Hommes, femmes, ni égaux, ni moitié, mais différents. Monsieur Frédéric Zabidjo, expliquez-nous un peu le pourquoi de ce thème. Vous savez, le monde souvent a beaucoup de problèmes parce qu'on pense qu'on est pareil en fait. Oui. Les hommes pensent que les femmes réfléchissent, agissent, se comportent comme des hommes. Les hommes également pensent que c'est la même chose de l'autre côté. Et ça fait qu'on ne se comprend pas. Et quand on ne se comprend pas, ça entraîne des crises. Donc pour se comprendre, il faut pouvoir s'accepter. Comprendre que nous sommes différents les uns des autres. Accepter cette différence-là, c'est l'approprier. Et c'est cette information nouvelle qui va nous emmener à la tolérance. Et la tolérance va induire, si vous voulez, des comportements qui sont acceptés et acceptables. Alors, moi, je m'attarde un peu sur le mot « différent » parce que vous le martelez si bien, l'homme et la femme, il existe donc une différence entre l'homme et la femme. Cette différence-là, on va la voir déjà au plan physiologique. Hein. Ouais, bien sûr. La femme, elle a une ossature, une masse musculaire qui est totalement différente de celle des hommes. Ouais. Ça se voit. On voit également qu'au plan physiologique, elle a de la poitrine que les hommes n'ont pas. Ouais. Les hommes ont une pilosité forcément que la femme n'a pas. On est dissemblables à ces différents niveaux. Mais la différence n'est pas qu'à ces niveaux-là. Oui. Il y a ce qui se passe qui est visuel, qu'on voit, mais il y a ce qui se passe également à l'intérieur, au plan biologique. Oui. Au plan biologique, il y a de grosses différences. Notamment, par exemple, dans la structuration des organes vitaux, par exemple, comme les poumons, les reins, le foie. Ces organes-là, chez la femme, ont de plus petite taille que chez l'homme. Ça induit beaucoup de choses dans la façon dont les gens s'étiennent, dans la façon dont les gens réagissent aux stimulations extérieures. Chez la femme, par exemple, la composition du sang même montre une grande différence. La femme a 20% par exemple de globules rouges en moins que les hommes. Ça a une grande incidence sur les activités physiques parce que ce sont les globules rouges qui charrient l'oxygène, qui nourrissent en fait les muscles. Donc quand quelqu'un a 20% en moins, 20% ça fait beaucoup. Ça veut dire que la femme ne pourra pas par exemple donner les mêmes performances au plan physique qu'un homme. Ça c'est de grosses différences. Il faut le savoir parce que quand on le sait, on n'attend pas d'elle, par exemple, qu'elle ait des performances extraordinaires, par exemple, dans le lit, c'est un exemple. Ou alors dans la vie de tous les jours. Oui. Mais la différence ne se situe pas qu'à ces niveaux-là. Au niveau, par exemple, endocrinien, il se trouve qu'il y a un jeu d'hormones qui est totalement différent, qu'on soit d'un côté ou d'un autre. Chez les hommes, par exemple, on a des hormones qui sont en quantité, en proportion beaucoup différente de celles des hommes. On a, par exemple, une hormone comme la testostérone, oui, qui nous donne le thème de voix, qui nous donne la pilosité qu'on a, oui, qui est en quantité plus grande que chez la femme. Elle a ça, mais en quantité moindre. On a des hormones également que les femmes ont, qu'elles développent, que nous, on n'a pas dans les mêmes quantités. Et ça fait de grosses différences. C'est très risqué de s'engager dans un mariage, par exemple, sans connaître ces différences-là. Et la différence ne se situe pas qu'au niveau endocrinien ou physiologique. Même dans le conditionnement psychologique de l'enfant, les différences se situent là encore. L'enfant... J'allais même vous le demander, hein, quelles sont les principales différences psychologiques aussi entre l'homme et la femme? Vous allez voir que dans le conditionnement du petit garçon, il n'est pas conditionné de la même façon que la petite fille, par exemple. Oui. Le petit garçon, il évolue en général en bande. Il est avec des amis, et dans cette bande-là, on essaie de se mesurer qui est le plus habile, qui est le plus adroit, qui est le plus beau, qui est le plus fort. Ça, c'est ce qui se passe chez les jeunes garçons. Et chez la jeune fille, la petite fille, elle évolue en vis-à-vis. Elle a une meilleure amie. En général, on voit ça dans le langage actuel, où elles appellent ça la bestie. Elle a sa bestie. Et jusqu'à ce que la relation se détériore, et puis elle va avec une autre bestie. Ce qui n'est pas la même chose chez le petit garçon. Quand on le dit comme ça peut ne pas dire grand-chose à quelqu'un. Mais le problème, c'est que quand on grandit, oui, on a tendance à vouloir reproduire les mêmes choses dans le couple. Donc la femme, par exemple, qui a appris à grandir dans des relations de vis-à-vis, quand elle rentre dans le couple, elle a envie que son mari soit son vis-à-vis, avec qui elle va dialoguer en permanence. Or, lui, il a grandi dans un milieu où il évoluait en bande. Donc il aura tendance à vouloir retrouver ses amis, aller en after work, sortir ci et là. Et ça fait que ça entraîne des crises au quotidien dans le foyer. Quand on le sait, on s'organise en fonction. Quand on le sait, on devient par exemple le bestie de sa femme. Quand on le sait,
on accompagne son mari dans ses activités de loisirs, parce qu'on sait que ça, c'est sa structuration, si vous voulez, son conditionnement social qu'il demande. Bien sûr. Et les différences vont à d'autres niveaux aussi, au niveau des besoins, par exemple. Okay, vous savez, oui. nos comportements sont guidés par nos besoins. Aussi, tout à l'heure, là, j'ai un besoin physiologique très pressant, par exemple, une envie folle d'aller aux toilettes. Je ne suis pas très sûr que je serai assis ici en train de rire avec vous. Ça va conditionner mon comportement. On va mettre la pub. Donc, vous comprenez que oui. Il faut qu'on connaisse également les différences de besoins. Les hommes n'ont pas... On a tous les mêmes besoins, c'est clair, mais en termes de proportion, nos besoins s'expriment différemment. En termes également d'ordre de priorité, nos besoins s'expriment différemment. Le premier besoin de la femme, par exemple, c'est le besoin de tendresse et d'affection. Il faut le lui donner à profusion. Le panier si vous voulez, de tendresse et d'affection de la femme ne peut jamais se remplir. Quand on est un homme, il faut le comprendre. Et ne pas penser que donner de l'affection à son épouse, c'est en faire trop. Non, on est en train de faire ce qu'il faut, c'est son besoin prioritaire. Lui donner, ce n'est pas l'argent. Oui. Ce n'est pas également les bijoux. Ça, c'est vrai, si on le donne, c'est vraiment le muscle ultra-nec. Mais le plus important, c'est de l'affection et de la tendresse. Oui, de la présence, un petit mot gentil. C'est tout ça, la présence, c'est tout ça, la tendresse et l'affection. On ne peut pas donner de l'affection si on n'est pas présent. Oui. Donc, il faut le donner à profusion. Le premier besoin de l'homme, ce n'est pas autre chose que le besoin de sexualité. Ça, c'est ce que je dis, ça résulte d'enquêtes qui ont été réalisées à travers le monde entier. Okay. Vous voyez? Donc, le premier besoin de l'homme, c'est le sexe. Il faut lui donner du sexe. Le deuxième besoin de la femme, ce n'est pas autre chose que la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité financière, sécurité physique. Oui. Vous allez voir qu'une femme va se mettre avec un homme, même si l'homme il est aussi grand que moi, mais que la femme elle est 3 fois plus imposante que moi. Comme je suis le mari, s'il y a un danger, elle aura tendance à venir naturellement se mettre derrière moi. C'est clair, oui. Elle a besoin de sécurité physique, sécurité matérielle, sécurité financière. Elle n'a pas envie d'être dans sa maison et de se dire que, attention, on dirait que le 20 du mois, on risque de manquer d'argent. Donc, elle va toujours faire des choses de sorte qu'il y ait cette sécurité-là. Vous allez voir que quand une femme va dire à son mari, actuellement où je suis assise là, si tu me remues comme ça, même 5 francs, tu ne vas pas trouver. Au moment où elle dit ça, elle a au moins 100 000 qui sont cachés quelque part. Oui. Mais quand un homme dit, moi là, je n'ai pas 5 francs, il n'a vraiment pas 5 francs. Ça, c'est de grosses différences. Donc, c'est que les femmes sont en train de vous regarder en ce moment. Donc, il faut le comprendre. Attention quand vous allez sortir d'ici. Donc, quand on sait ça, moi, par exemple, comme je sais ça, je sais que ma femme va être la gardienne du trésor de notre famille. Ben, quand j'ai le salaire, maman, tiens, toi, tu gères. Moi, je cherche, toi, tu gères. Simple. Et puis, elle gère bien. Et puis, tenez-vous bien, c'est à mon avantage parce que la femme, c'est la seule banque qui prête sans intérêt. Et puis, pour encaisser le prêt, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'huissier qui va venir dire non, monsieur, si vous ne payez pas, on donne le crédit, on ne rembourse pas. Alors, tout ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment de cette manière que cette différence-là influe un peu les relations entre les hommes et les femmes. Oui. Et surtout notre quotidien. Au quotidien, ça agit. Au quotidien, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous tenir, dans notre façon de nous comporter, ça agit. Les différences encore se trouvent dans les tempéraments. Oui. On a des tempéraments différents. Je veux dire que chacun a son tempérament. Il y a des gens qui sont flegmatiques, il y a des gens qui sont sanguins, il y a des gens qui sont colériques, d'autres sont au contraire mélancoliques. Il faut pouvoir identifier clairement le tempérament de son ou de sa partenaire pour agir avec lui en fonction. On ne communique pas avec tout le monde de la même façon. Oui. On ne parle pas à quelqu'un qui est sanguin de la même façon qu'on parlera à quelqu'un qui est mélancolique ou flegmatique. Ça ne va pas marcher. Le sanguin, par exemple, c'est quelqu'un qui va demander facilement pardon. Et donc, c'est quelqu'un qui attend également que quand on le blesse, qu'on lui demande pardon très facilement. Le mélancolique, c'est quelqu'un, par exemple, lui, s'il y a des mots qui n'existent pas dans son lexique, c'est les mots comme pardon, merci, etc. Du coup, quand vous avez un couple discordant comme ça, où monsieur est sanguin et madame est mélancolique, c'est pas évident que les problèmes s'y règlent facilement. Oui. Parce qu'il y en a un, quand il va déconner, oh chérie, je suis désolé, je te demande pardon. Et il y en a un autre qui ne va jamais demander pardon. Du moins, il ne va pas verbaliser le pardon. Oui. Il va donner son pardon, mais il va donner ça sous forme d'action. Alors que comme on n'attend pas le pardon de sa part de façon en comportement, en acte, on va attendre qu'il verbalise et il ne va pas verbaliser. Du coup, on ne verra pas.
Lui, il va montrer qu'il est désolé comment? Par des actes. Vous êtes couché, il va prendre sa main pour promener sur le corps, juste pour dire que, oh non, j'ai oublié complètement. Alors que l'autre n'entend pas la chose de la même oreille. Lui, il attend, qu'on lui dise, je t'ai fait ceci, je te demande pardon. Donc, ça ne va pas venir. Quand moi, je sais, par exemple, que je suis sanguin, je demande facilement pardon, j'attends aussi qu'on me demande pardon facilement. Mais malheureusement, mais j'ai épousé une femme qui n'est pas sanguine comme moi, elle est mélancolique. Je n'attends pas qu'elle me dise pardon, qu'elle me demande pardon. Si je lui ai offert quelque chose, je n'attends pas qu'elle me dise merci, qu'elle verbalise le merci ou le pardon. Si elle le dit, je bénis l'Éternel. Si elle ne le dit pas aussi, je bénis l'Éternel, on continue la route. Ça, c'est la compréhension qui va entraîner la tolérance. Et c'est la tolérance qui va appeler aussi l'harmonie dans la famille. Connaître les besoins, les tempéraments, connaître également l'éducation de la personne avec qui on est. Il y a de grosses différences. On n'est pas né dans les mêmes milieux, on n'a pas élevé aux mêmes valeurs, on n'est pas né dans la même région par moment. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Alors que ce sont des choses qui, sans qu'on le veuille, incline nos différents comportements dans un sens ou dans un autre. Moi, le gourou, par exemple, quand quelqu'un me fait ce doigt d'honneur là, par exemple, mais ça, c'est pas bon chez moi. Vous voyez, Thierry, vous pouvez me dire, Monsieur Zabi, waouh, mais vous êtes bien habillé. Mais si vous me faites comme ça, chez moi, à Manflag, si vous me faites ça, Zabi, comme ça, je dis, Zabi, ici, Là, c'est comme une injure, en fait. On ne va pas faire une traduction. Hein. Non, il vaut mieux pas. Donc, c'est pour dire que, déjà, vous voyez, il y a le filtre culturel qui nous différencie. Si on n'est pas de la même culture, si on ne fait pas l'effort de présenter nos différentes cultures l'un à l'autre, il va sans dire qu'on va assister à des crises qui n'ont ni tête ni queue dans le foyer. Dites-nous, quels défis spécifiques rencontrent les hommes et les femmes dans la société en raison même de ces différences-là? Le défi majeur, c'est le défi de l'incompréhension et des crises inutiles. Oui. Incompréhension et crise inutile. C'est cela, le défi majeur. Comme on ne se comprend pas, comme on ne sait pas comment l'autre fonctionne, on attend des choses de lui qui ne vont pas venir, on développe des frustrations qui vont nous conduire à la séparation. Vous allez voir un homme qui est assis là, il y a plein de choses, des enfants qui traînent autour de lui. Lui, là, assis, il lit son journal, il s'en fout. Mais la femme, elle est dans les détails. Elle va dire, mais je ne comprends pas, on est fatigué de la même façon, je ne comprends pas que tu sois assis en train de lire ton journal alors que la maison n'est pas ordonnée. Elle ne va pas comprendre et elle va s'exprimer dans 1000 mots, là où l'homme va faire une phrase une phrase synthétique et très rapide. Oui. Regardez un film avec une femme et vous allez voir la différence. Demandez à la femme de raconter le même film. Elle va vous parler du bruit du vent. Il paraît qu'il y avait du vent, ça fait chut, et puis bam, elle va dire tout ça. Alors que l'homme, le même film, il le raconte en 2 phrases. Et puis on passe à autre chose. Ça, c'est une différence encore dans la façon de communiquer. C'est des choses qu'il faut connaître. Oui. Sinon, bonjour les crises. Bien sûr. Alors, une autre question, hein, j'en ai plusieurs pour vous. Oui, pour allez-y. Ce sujet-là. Comment la société peut-elle mieux reconnaître et respecter cette différence tout en favorisant l'égalité des sexes? Déjà comprendre, déjà se former. Okay. Il faut que chacun d'entre eux, et c'est ce que vous faites, et c'est en cela que moi je félicite la RTI, parce qu'il faut donner les informations au grand public, parce que c'est l'information qui appelle la transformation. On est payé pour ça. Hein. Donc si on a envie de transformer la société, il faut donner les informations. Déjà, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc c'est bon de savoir qu'on ne fonctionne pas de la même façon. Comme on ne fonctionne pas de la même façon, on doit être plus tolérants les uns vis-à-vis des autres. Voilà, ça déjà, le comprendre, c'est vraiment faire un gros pas en avant. Et puis, il faut également savoir que la compréhension ici de nos différences, l'acceptation de la différence, c'est ça même l'essence du couple. Oui. On est différents, on se met ensemble, et donc on doit accepter nos différences et ne pas vouloir que l'autre soit nous, ou bien l'autre soit notre clone en fait. Ça n'est pas possible. Est-ce que par moment on a le sentiment que cette différence-là perdue nous fait demeurer dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup de soucis? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à se laisser parce que la différence, elle est vraiment énorme sur tous les plans? Les différences sont très grandes sur tous les plans, comme vous avez dit. Elles sont tellement grandes que si on veut retrouver la femme ou l'homme chez qui cette différence ne va pas exister, on n'en trouvera pas sur cette terre.
Ça n'existera que dans nos rêves. Donc, il faut faire l'effort de voir que celui qui est en face de moi, c'est vrai, la personne fait des choses que je n'accepte pas forcément, que je ne comprends pas forcément. Donc, il faut que j'anticipe pour lui expliquer. Ah chérie, si tu me vois agir de telle façon, ça veut dire que... Ah, tu vois, moi, tel que je suis structuré, c'est comme ci, c'est comme ça. Et voici comment tu devrais faire les choses pour que ça me plaise, par exemple. On devrait pouvoir anticiper, expliquer ça. Et maintenant, quand l'anticipation n'a pas marché, qu'on est en phase de problème, il faut accepter qu'on est différent et puis accepter d'être tolérant. La tolérance, c'est le mot-clé dans le mariage. C'est la tolérance qui va me conduire à demander pardon. La tolérance, c'est l'humilité. Je vais demander pardon parce que je sais que nous, on est différents. Et puis, je ne réussirai pas à faire de ma femme quelqu'un qui est moi. Elle n'est pas moi. Elle ne sera jamais moi. Et moi non plus, je ne serai jamais elle. Donc, il faut qu'on sache. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas influencer l'un ou l'autre. Ce n'est pas possible. Oui. Par mon contact, ma femme peut laisser tomber certaines habitudes qu'elle avait. Par son contact, je peux laisser également tomber certaines habitudes que j'ai. Mais tout ça, ça va se faire dans l'amour, dans la tolérance, dans la paix et la tranquillité. Parce que quand on veut le faire en croyant que c'est nous qui transformons, c'est en ce moment-là qu'on se retrouve en face de grosses crises. Parce que nous ne pouvons transformer personne. Il n'y a que deux personnes qui peuvent nous transformer, Dieu et nous-mêmes. Donc, là où personne d'autre ne peut me transformer, on doit créer plutôt une plateforme pour que je me transforme. Et ça a besoin de méthodologie, ça a besoin de pédagogie. Comment faire pour que l'autre qui est en face puisse accepter, par exemple, quelque chose que je lui reproche et qu'il puisse décider par lui-même de changer la chose dans le sens que je veux. Et pour avoir la méthodologie, je pense qu'il faut vous consulter. Tout simplement, sinon nous, on ne mange pas. Comment les stéréotypes de genre affectent-ils la santé mentale des personnes? Voyez Thierry, quand on se retrouve dans un couple en train d'avoir des histoires banales sur des petites choses qu'on n'arrive pas à accepter parce qu'on est carré sur nos positions, oui, ça fait que les crises s'accentuent. Et quand on vit dans un climat de crise permanente, quand on vit dans un tel climat, les choses se détériorent très vite. Vous savez, les crises prennent appui sur 4 choses notamment. Les crises, ce sont les fruits. Le fruit, il est important, mais il n'est pas si important que ça. Le fruit, il est porté par un arbre. Oui. L'arbre, c'est nous. Donc, quand il y a une crise, il faut travailler sur nous. Et nous qui sommes les arbres, on est plantés dans un sol, et c'est ce sol qui nous nourrit. Quel est le sol ici? C'est qu'est-ce que j'entends au quotidien, qu'est-ce que je vois au quotidien, qu'est-ce que je sens au quotidien, qu'est-ce que je ressens au quotidien. C'est sur ça que je dois travailler. Et en dehors de ça, je peux être nourri à de très belles choses, je peux être un arbre qui est sain et tout, mais je peux évoluer dans une atmosphère qui est viciée par la présence d'agents pathogènes, par exemple. Oui. S'il y a des choses dans l'air qui ne sont pas bien, ça vient se poser sur les fleurs, la fleur ne peut pas donner de bons fruits. Donc, si par exemple, dans mon couple, il y a des crises en permanence, ça peut être lié à moi, ça peut être lié à ce que je vois, à ce que j'entends tous les jours, à ce que je sens et je ressens tous les jours. Ça peut être également lié à l'atmosphère dans laquelle on évolue. Bien sûr. Et on ne fait pas attention à ça. Alors que cette atmosphère-là, elle est très largement tributaire de l'incompréhension et de l'inacceptation des différences dans le couple. Donc, évidemment, nécessairement, le fait de ne pas accepter les différences, ça a une grande influence sur la vie mentale, la santé mentale. Parce que ce sont les crises au quotidien qui vont ici détruire, détériorer les émotions des personnes. C'est là où on se blesse. Et quand on est blessé, vous voyez, une blessure physique, elle se soigne très facilement, mais une blessure émotionnelle, oui. Alors là, il faut se réveiller de très bonne heure pour la soigner. Donc, il faut vraiment travailler à ne pas détruire les émotions de ceux avec qui on vit, en faisant attention à accepter qu'on est différent. Encore et là, on est différent.